Et bonjour, donc aujourd'hui je vous retrouve pour le premier podcast, j'espère d'une longue série, où on ira à la rencontre de différentes personnalités qui présenteront leur métier ou leur rôle dans l'e-sport. Et donc pour ce tout premier podcast, je suis très content d'accueillir Gardoum. Alors Gardoum, déjà merci d'être là, et puis je vais te demander de te présenter, tout simplement. Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. Alors du coup, bonjour à tous, Gardoum, commentateur League of Legends. J'ai aussi quelques petites autres casquettes légèrement, ça peut être des animations de soit au Meldon, ou parfois je me fais des team building en entreprise. Mais voilà, le principal c'est commenter les compétitions de LoL, globalement toutes les régions. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu définirais le métier de caster et puis peut-être quelles sont pour toi les qualités qu'il faudrait pour être caster. Ouais, alors le métier de caster en fait pour moi c'est un petit peu comme une prestation au théâtre globalement. C'est-à-dire qu'au théâtre tu as une pièce à faire vivre. Là il y a un match à faire vivre. Que le match soit intéressant, que le match soit ennuyeux ou pas. L'idée c'est de faire ressortir toute l'émotion du match, ce qui est sympa, ce qui l'est moins, et que les gens ne s'ennuient pas. Voilà, tout le long de la prestation des joueurs finalement, il faut pas que les gens s'ennuient, il faut que les gens puissent comprendre le jeu et veuillent rester. Donc voilà, c'est un boulot en fait d'animation, je dirais pédagogique. Côté animation, c'est évidemment quand il se passe pas grand chose dans le game et maintenir les gens actifs, évidemment attentifs en tout cas. Et le côté pédagogique, c'est leur apprendre des choses dans le jeu, leur faire comprendre pourquoi les professionnels jouent d'une certaine façon. Ok. Du coup, tu mentionnes le fait de théâtre, d'animation et tout ça. Est-ce que t'as toujours voulu devenir caster, peut-être dans le sport ou autre, ou est-ce que t'as suivi un programme spécial ou alors ça s'est fait naturellement? Alors, pas du tout, pas du tout. Le cast, pour moi, ça avait jamais été une option en fait. Simplement, à une époque, je vivais de mon stream et de mes VOD, il y a quelques années de ça. Et voilà, moi je toujours adoré, je suis passionné de jeux vidéo et pas d'e-sport. J'aime beaucoup l'e-sport parce que c'est par des jeux vidéo que je trouve très sympa, mais ma grande passion c'est les jeux vidéo, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est parler des jeux vidéo, c'est partager les JV, etc. D'où le stream, les VOD et autres. Et en fait, à une époque, donc je vivais de ça. Pour diverses raisons IRL, j'ai dû arrêter pendant un an à peu près. Et quand j'ai repris, ça n'a jamais refonctionné vraiment, le référencement de la chaîne était un peu broken, etc. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, donc OG a mis une annonce comme quoi il recherchait des casteurs. Comme j'avais l'avantage d'avoir déjà beaucoup stream, fait beaucoup de vidéos et joué à assez haut niveau, j'ai envoyé ma postulation. Et ensuite, donc, il y a eu des auditions et Duke, Croc et moi-même avons été retenus. Ok. Donc voilà, le cast n'était pas du tout prévu, mais pour moi, ça a été un moyen de remettre un pied un petit peu dans le milieu. Ok, super. Et du coup, tu fais le parallèle entre streamer et caster. Euh, alors, il y a des casters qui sont pas streamers, il y a des streamers qui sont pas casters, il y en a qui font les deux. Est-ce que tu penses que on peut légitimement, quand on est en général un bon streamer, un bon animateur, devenir un bon caster, ou est-ce que c'est quand même quelque chose d'assez différent? Pas du tout, c'est des choses qui sont complètement différentes. Je l'ai appris, alors je dirais pas à mes dépens du tout, mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est aussi ce qui fait, je pense, que je suis meilleur en solo cast, limite qu'avec quelqu'un d'autre. C'est le problème, c'est quand on est streamer, en fait, on a la parole, on doit gérer tout le live soi-même du début à la fin. Tant l'aspect technique, qui est gérer la base ici, que l'aspect animation, de maintenir les gens nous-mêmes. Là où en caster, il faut apprendre à laisser du temps de parole à l'autre. Il faut apprendre à laisser du temps de parole à l'autre, il faut apprendre à laisser des choses intéressantes à dire à l'autre, et il faut qu'il y ait vraiment un échange. C'est pour ça qu'après, il y a des affinités qui se créent, il y a certains duos de cast qui marchent mieux que d'autres, et ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend en tant que streamer. Alors après, évidemment, si à un moment, il y a un cast qui doit se faire avec un streamer qui connaît bien le jeu et un caster, c'est le caster, généralement, lui qui va lancer les balles, qui va se charger de poser les questions, voilà, pour mettre, je dirais, l'autre, le streamer, donc caster débutant, en avant. C'est, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, comment tu analyserais ce move-là et autres. Mais voilà, à la base, le cast et le stream sont quand même deux choses bien différentes. Ok, je vois. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as mentionné le fait du duo, de cet échange et tout? Est-ce que tu peux nous présenter rapidement peut-être un peu comment tu fonctionnes quand tu es en duo? Comment toi tu te places? J'avais cru comprendre l'année dernière quand il y avait eu la finale des LCS à Paris qu'il y avait plusieurs postes dans le métier de caster. Euh, et nous expliquer un petit peu quel est le tien et puis pourquoi est-ce que tu te sens le plus à l'aise là-dedans, qu'est-ce qui te correspond le mieux et autres. Euh, alors là, je vais comme séparer un truc, c'est-à-dire que chez Riot Games, eux, séparent énormément
le côté, voilà, quand ils ont deux casteurs, c'est un analyste, un color caster du coup, et un Mhm. play-by-play. Là, chez OG, on fonctionne pas exactement comme ça. Chez OG, Ok. tout le monde fait un petit peu de tout. Les balles sont assez aisément, ça peut être des reprises dans les teamfights, ça peut être des analyses partagées et autres. Pour Bercy, alors, où j'étais pas, malheureusement, mais pour le MSI récemment, en fait, on fait en tricast. Et en tricast, globalement, il y a un analyste pur et dur, un play-by-play, et là, ça a été mon rôle, Ouais. et un autre caster qui serait, j'appellerais ça quasiment un host, parce que c'est lui qui doit un petit peu lancer les balles, faire passer la parole, lancer des sujets et autres. Donc il fait un petit peu de play-by-play, il fait un petit peu d'analyse, mais c'est pas à lui de faire vraiment ces choses-là à fond. Et bon, après au final, comme c'était avec le crew OG, le passage de parole se faisait assez naturellement, etc. Ouais. Mais voilà, ça c'était globalement les trois rôles comme ils étaient organisés. Ok. Ok, bah super, merci. Euh, du coup, est-ce qu'on va pouvoir entrer un petit peu plus en détail sur qu'est-ce qu'est le métier de caster et comment tu t'y prépares? Euh, J'aurais voulu, si possible, que tu nous décrives un petit peu, par exemple, comment t'anticipes un cast si on part, je sais pas, sur une compétition de la scène française où je sais que t'es quand même très présent sur toutes les compétitions. Euh, Prenons une étape de l'Open Tour où tu sais que tu vas devoir commenter cette compétition, par exemple 15 jours avant. Comment est-ce que tu prépares? Est-ce que tu prépares, on va dire, un petit peu techniquement, des infos sur les joueurs, les équipes ou autres? Est-ce que tu te prépares aussi peut-être physiquement, beaucoup d'activités physiques pour être en forme, parce que bah, ça demande de beaucoup parler, d'avoir un souple, d'avoir une prestance physique aussi. Et puis peut-être quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus particulièrement, des exercices de préparation mentale. Est-ce que tu travailles des routines, des visualisations et autres, je sais pas. Ok, Dis-nous un alors petit peu plus. je vais reprendre dans l'ordre. Du coup, tu parlais au début de se préparer vis-à-vis voilà, de la scène française globalement pour la compétition. Ce que je vais faire en général, c'est regarder un peu où en sont les classements des équipes, s'il y a eu des changements de joueurs. S'il y a des patchs que moi j'ai pas trop suivis, ça peut m'arriver d'aller poser des questions aux joueurs. En mode, bah tiens, qu'est-ce que tu penses de ce patch? Qu'est-ce qui pour toi est fort ici? Pour avoir quand même des avis de joueurs, parce que les compétitions LCK et tout à côté, c'est des patchs anciens. Donc pour avoir des avis assez récents des joueurs et des joueurs de haut niveau. Donc il y a cette partie un petit peu aller questionner la scène, voir ce qui se passe. Parfois plus, parfois moins, ça dépend où moi j'en suis en fait dans le jeu, si j'ai pu suivre récemment ou autre. Donc il y a tous ces petits trucs là, c'est assez sympa, hein. Vraiment la scène FR, les gens s'entendent bien en général. Du coup il y a un très très bon contact qui est vachement cool. La deuxième partie, tu me demandais comment je préparais, c'était avant la partie Peut-être préparation physiquement, quoi. est-ce Ah oui, que... physiquement, pardon. Du coup, moi-même, je fais du sport régulièrement de base, mais je ne fais pas ça pour le cast spécialement. Ok, C'est juste moi, pour être bien dans ma peau, me sentir bien. Et les périodes où je n'en fais pas, je le ressens mentalement et je suis moins au taquet. Donc, je conseille à tout le monde de faire un petit peu de sport. Voilà. ouais. Et du coup, peut-être mentalement ou rien de précis, hein, c'est une question. Est-ce que... Mentalement, non, pas du tout. Je t'avoue que j'ai jamais eu d'idée de préparation mentale quelconque. Et en fait, je vais te le dire clairement, je ne vois pas à quoi ça me servirait la préparation mentale. J'arrive pas à voir l'impact Mhm, que ça pourrait avoir. Parce que si tu veux, j'ai pas ce côté stress ni rien pour ces ouais. compétitions-là. Et peut-être que ça pourrait apporter quelque chose que je ne sais même pas en fait. Mais Ok. là, je n'ai pas du tout ça. Ok. Bah écoute, on en discutera peut-être une prochaine fois, hein, mais je pense que ouais, on peut apporter sur la régularité, peut-être sur la complémentarité entre les casters. Enfin bon, voilà, il y a plein de petits tips à faire, je pense. Euh, Si on peut revenir un petit peu plus sur tes différentes étapes que t'as connues, on va aller directement à la fin et du coup, grande félicitations pour ce qui s'est passé le week-end dernier et que t'as pu participer au MSI à Paris. Je pense que c'est quand même une consécration pour un caster d'être dans une salle comme le Zénith à Paris. C'est très très sympa, ouais. Et du coup, pour revenir là-dessus, est-ce que tu peux tout d'abord nous dire si tu ressens une différence quand tu travailles, par exemple, pour commenter la scène française et pour commenter des compétitions un petit peu plus internationales comme les LCS pour l'instant. On va rester... Oui, alors c'est pas comparable du tout. Donc pour le MSI, c'est super cool vraiment de voir une évolution comme ça, qu'à force de casse, le travail soit reconnu et permette d'accéder à ce genre d'événement. Parce que c'est bête, mais dans la vie, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent se dire j'ai fait les Zénith et pas en tant que spectateur.
C'est quelque chose de sympa. Alors après là c'est commentateur, donc les gens viennent pas à compétition, mais c'est quelque chose de super agréable et ouais, ça fait vraiment plaisir de voir l'évolution du boulot. Ensuite, comparé à la scène française et les LCS, c'est les choses demandées, c'est pas exactement la même façon de cas. C'est-à-dire que la scène française, j'ai l'avantage de pouvoir être assez proche des joueurs, des équipes, du coup d'avoir beaucoup d'insight sur voilà le coach il fonctionne comme ça, les joueurs là ils s'aiment bien et autres. Et du coup il y a un côté où je vais plus me permettre parfois d'envoyer des petites vannes aux joueurs, des choses comme ça, parce que je sais qu'après ils sont capables de venir me parler en message privé. Vu qu'on se Ok. connaît un peu et c'est quelque chose que je trouve qui est très sympa la proximité avec la scène. Là où en LCS c'est alors, évidemment, on va rigoler entre nous au cast et autres, mais il faut quand même rester beaucoup plus pro. On va éviter d'envoyer des taunts aux joueurs parce qu'on n'a pas vraiment, enfin, en tout cas pour ma part, pas cette proximité avec les joueurs LCS. Donc ça reste un cast assez léger, assez sympa, mais c'est pas comparable quand on commente des gens qu'on connaît et commenter des inconnus, je dirais. Ok, bah je vois très bien. Euh, et alors dernière petite différence, on a pu te retrouver, bah, comme t'en as parlé précédemment, chez OGaming, qui, bah, pour ceux qui connaissent pas, est la web TV référente en France bah, pour toutes les compétitions nationales jusqu'à internationales. On a pu te retrouver aussi directement par exemple sur la chaîne de Riot Games pour des compétitions comme l'Open Tour ou des anciens Challenge France. Et puis des fois sur la chaîne de l'ESL par exemple, et je pense qu'il a dû y en avoir d'autres. Est-ce que tu vois une différence toi quand tu travailles peut-être un peu plus chez OG que chez l'ESL ou Riot ou autre? Est-ce que tu gères Euh, ça différemment ou autre? Alors, dans l'idée, ça dépend vraiment du client, parce que globalement, ce sont tous des clients pour moi, vu que je suis un auto-entrepreneur. Et ça dépend des demandes en fait. Il y en a qui vont vouloir plus un cast très tranquille, d'autres un cast beaucoup plus professionnel. Certains vont demander d'avoir un petit peu plus de francisation dans le cast, afin justement de ne pas perdre des gens qui découvriraient le jeu, des choses Ok. comme ça. Donc, en général, c'est à peu près la même chose quand même, c'est-à-dire on évite les vulgarités et autres. Mais parfois, on doit avoir un côté un petit peu plus strict. Mais en général, c'est plutôt souple et les cases se font globalement de la même façon. Évidemment, c'est tout bête, hein, mais on reçoit une feuille de service avant d'aller commenter. Voilà, où on nous dit vous devez venir avec tel dress code, faire attention à pas dire ça et ça, par exemple, certains trucs précis. Mais en général, c'est sensiblement équivalent. Ok. 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 Très bien. Ben on va un petit peu changer de thème et rentrer un peu plus bah, sur la façon dont tu gères un petit peu certains aspects, peut-être un peu plus préparation mentale. Tu l'as rapidement abordé, mais si je prends, bah, on va prendre le plus gros événement qui a été le week-end dernier, le MSI à Paris. Quand on est devant une scène comme au Zénith de je sais plus combien, peut-être 5000 personnes, 4000 C'est personnes. 5-6 000, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est quand même une énorme scène. Est-ce que tu as pu ressentir une certaine pression? Alors attention, stress, pression, c'est pas forcément négatif, loin de là. C'est juste un sentiment spécial lié à un événement où on n'est pas forcément ultra à l'aise, au moins au début. Est-ce que tu as pu ressentir un petit peu ça à certains moments, peut-être plus au début ou autre, et comment un petit peu t'as géré, comment t'en es venu à bout, enfin. Ouais, alors ça c'est rigolo, c'est que le premier moment un petit peu de pression plus ou moins, c'était au niveau des répétitions. Donc le jeudi, on avait eu quelques répètes et quand on voit en fait sa tête sur l'écran géant, c'est très bizarre. Donc il n'y avait personne dans la salle ni rien, mais voir sa tête sur un écran géant, c'est quelque chose d'assez inattendu. Que généralement, on évite de regarder par là. Je- Voilà, c'est le petit premier truc, c'est on sait que c'est de ce côté-là et c'est un peu comme quelqu'un qui a le vertige, qui doit monter quelque part très haut, on lui dit regarde pas en bas. Là c'est pareil, on évite de regarder l'écran. Par contre, quand on a la tête à droite, on avait le public et tout, donc ça c'était vachement sympa. Et le petit moment peut-être de stress que j'ai eu, alors je m'attendais à peut-être être stressé pour l'event, et pas du tout, sauf c'est le samedi, quand on m'a demandé de faire le pré-show, et c'est voilà, au moment où il y a eu le décompte de pré-show, donc nous on a un décompte 10, 9, 8, Mhm. etc. Enfin, on l'avait depuis quelques minutes, et c'est au moment où il restait plus que 10 secondes, où là je me dis, je fais waouh, ça C'est y est, le, ça va se faire, je vais c'est être ça. devant tous les gens, sur le live, etc. pour le MSI. Et finalement, au bout de quelques secondes à parler, parce que bah, c'était avec Laure et c'était avec Sean, ça, Mhm. c'est passé tout à fait naturellement. Parce que c'est des gens, en fait, c'est bête, mais le fait d'être avec des gens qu'on connaît, se passer la balle comme ça, on est juste en train de discuter comme si on commentait n'importe où, et on oublie assez rapidement la part publique. Ok, ok, bah super. Écoute, merci de ces petits insights sur tes ressentis. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quoi, par exemple, sur quoi tu te concentres?
je peux imaginer que lorsqu'on est sur scène et qu'on voit la foule, les flashs, les cris et autres, des fois on peut perdre ses mots. Et pourtant, et ça c'est ultra professionnel pour vous, ça arrive à peu près quasiment jamais, j'en ai pas souvenir en tout cas sur Roger. Voilà, de perdre un petit peu ses mots, d'être un petit peu perdu sur la situation, ce qui pourrait tout à fait arriver. En fait, les fois où ça arrive, nous on se rend compte nous-mêmes et généralement on dit hop désolé. Enfin, c'est très naturel de dire quelque chose par exemple. Et je sais pas, un truc tout bête, hein, c'est et les Summoner Spells sont encore disponibles. Hop, pardon, j'avais pas vu, il y a celle-ci et celle-ci qui ont été utilisées. Et en fait, ça se fait tellement naturellement, je pense, que ça pose pas de problème parce qu'on remarque généralement nous-mêmes les petits erreurs qu'on vient de faire, on les rattrape très vite avec un petit désolé qui passe très bien et pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Mais finalement, on oublie la partie un peu jugement du public ou autre, mais ça c'est aussi l'expérience, hein. C'est comme les premières fois où j'ai cast, enfin pour ma part chez OG, globalement j'étais inquiet, genre mince j'ai dit une bêtise et tout. Alors qu'en fait si naturellement on revoit notre bêtise, qu'on l'a dit, ça passe tout de suite très facilement. Donc c'est pas un point finalement très inquiétant, mais parce que voilà, c'est aussi le fait de le faire beaucoup d'habitude, de beaucoup cast, on sait généralement ce qu'on dit et ça évite un petit peu ce genre de choses. L'expérience joue beaucoup à ce niveau-là. Ok. Donc ouais, tu mentionnes l'expérience, tu penses que entre ton premier cast chez OG et bah, ce qui s'est passé ce week-end, et puis peut-être tes derniers événements comme la DreamHack Tour, oui c'est ça la DreamHack Tour ce week-end ou autre, C'est ça. tu penses qu'il y a eu vraiment une grosse différence de niveau, que tu as énormément progressé? Est-ce que est-ce que tu as re-regardé certains casques pour Non, je regarde jamais de cast parce que je Mhm. déteste regarder des casts. Je suis ça seul serait. J'aime beaucoup cast, j'aime beaucoup être acteur dans ce que je fais, mais pas du tout spectateur. Ouais, Pareil, hein, j'aime beaucoup stream, mais je déteste regarder les streams. ok, Voilà, ok, ok. dans la vie en général, j'aime beaucoup être acteur, mais tout ce qui est regardé, je suis pas fan. Par contre, alors attends, que je remette la question en tête. Zut, je me suis perdu là-dedans. Euh, Oui, la différence de niveau entre le début voilà, c'est ça. et la fin. Alors la différence, c'est plutôt de savoir ce que les gens veulent entendre. Parce que j'ai pas l'impression, si tu veux, de mieux comprendre le jeu ou autre, mais j'ai l'impression de mieux savoir ce que moi je vais me dire, bah tiens, ça c'est intéressant de le dire aux gens, ça ils veulent l'entendre. Et parce qu'à une époque, je me disais, bah ça en fait, ça va les saouler les gens, c'est parce qu'ils les intéressent, ça aussi. Du coup, je disais pas les mêmes choses durant mes casts. Et avec le temps, voilà, j'ai appris qu'il y a certaines choses qui leur plaisaient plus et autres, et qui permettaient aussi d'avoir une discussion plus fluide avec les co-casters. Parce que c'est aussi ça qui est une part importante. C'est qu'il y a ce qu'il faut dire à propos de la game, ce qu'on va expliquer, comment l'expliquer, jusqu'à quel détail. Mais aussi, c'est bête, mais en combien de temps? Parce que le but, c'est pas de saouler les gens en faisant des phrases à rallonge, et c'est pas non plus de saouler l'autre co-caster, que lui, après, on a dit tellement de choses qu'il n'est pas grand-chose, ni rien. Donc Ok, c'est vraiment où l'expérience joue, et il y a un niveau de cast, mais le niveau, c'est plutôt comprendre comment gérer la gestion de parole via l'autre caster et la gestion des informations offertes au public. ok. Et ça, est-ce que peut-être des casters un peu plus expérimentés comme Chips et Noix, je sais pas, Zaboutine, peut-être Nono aussi, t'ont un petit peu conseillé dessus, ou est-ce que c'est vraiment naturellement que t'as pris ta place et t'as essayé de modifier certaines choses C'est plutôt naturellement, alors on a quand vraiment on fait des boulettes ou autre, on se fait des retours entre nous bien sûr, il y a quelques petits retours comme ça, mais en général c'est nous-mêmes quoi, c'est vraiment en mode bah tiens, enfin ça nous arrive à nous dire bah faudra que tu fasses gaffe parce que souvent tu dis ça ou ça et il faut éviter. Donc il y a Ouais. quelques petits retours, mais généralement c'est plutôt effectivement l'habitude et une progression plus personnelle entre guillemets je dirais. Ok, ok, ok. Euh, alors, est-ce que on va aborder un petit thème qui moi me fascine un petit peu chez tous les gens qui streament, qui castent et autres, qui ont un échange avec le chat, qui est le retour du public et le retour du chat notamment. Alors, si on prend un stream avec très souvent des centaines de personnes quand même qui sont là, euh, on a une grande partie des personnes qui parlent pas, je suppose. On a une partie de personnes qui posent des questions, qui interagissent et tout ça, mais il y a quand même une petite partie bah, que tu m'as très clairement appelé haters en off et que je pense c'est une belle définition. Ces gens qui sont là juste pour poser des questions, appuyer sur des points qui sont pas forcément très agréables et tout ça. Et je voulais savoir un petit peu comment tu gères ça. C'est quelque chose dont
on parle très peu et qui est à mon avis quelque chose de très compliqué à gérer. Enfin moi personnellement je trouve ça assez fascinant de gérer ça. C'est intéressant parce qu'en effet c'est assez particulier. Après j'ai l'avantage entre guillemets d'avoir des années de stream et de VOD. Au début c'est le plus dur parce que vraiment on se dit mais les personnes m'en veulent à moi personnellement. Et mentalement moi je sais qu'au début j'avais beaucoup de remises en question etc. Et mentalement au début c'est assez compliqué. Avec le temps après on apprend je dirais à ignorer certaines personnes, à se rendre compte de ceux qui font des remarques constructives. C'est en mode j'aime pas pour telle et telle raison donc c'est constructif. Et ceux qui viennent juste pour être désagréables, c'est vraiment une question d'habitude d'apprendre à gérer les gens. Après, il y a aussi les jours, hein. Il y a des jours où on est fatigué, etc. On va beaucoup plus mal prendre des remarques que d'autres. Mais typiquement, pour une petite insight plus perso, ça m'arrive de regarder le chat pendant que je caste la scène française, les LCS NA ou la LCK, parce que c'est un chat qui est beaucoup plus tranquille, avec beaucoup moins de haters en général, et avec qui on peut parfois interagir et autres. Mais le cast, quand je caste les LCSEU, je regarde jamais le chat. LCSEU, compétition internationale, il faut pas parce qu'il y a un regroupement de gens qui, j'ai l'impression, sont là uniquement pour être blessants. C'est recevoir un message en disant bah dans ton cast j'aime pas ton cast parce que pour telle et telle raison, c'est pas grave, c'est bien, ça nous aide à Ouais. progresser quand on comprend les erreurs. Recevoir en mode ah il est trop nul, c'est une grosse merde, etc. Non, c'est un peu plus compliqué puisque ça n'a pas de sens. Et en fait la chose principale à prendre en compte, c'est à ne pas se remettre en question pour des gens qui n'en valent pas la peine. C'est que faut vraiment se dire par exemple que si OG me fait cast, bah, si à un moment je fais une erreur, OG va me la dire. Les gens d'OG, s'ils me font travailler, ils me payent pour travailler, c'est qu'ils disent bah non, on veut que ce mec-là travaille, c'est qu'il travaille pas si mal que ça. Et que si je travaillais mal, ils me l'auraient dit eux-mêmes. Donc il faut vraiment prendre en compte que la première chose, les premières personnes à satisfaire, dans mon cas en tant qu'auto-entrepreneur, c'est bête, mais c'est le client, entre guillemets, si je puis dire, le client ça va être Riot, ça va être OGaming, ça va être ESL. Donc tant que mon client est satisfait, je me dis que j'ai fait mon travail. Et après, en Ok. progression personnelle, si les gens m'apporte quelque chose, m'apporte une remarque constructive, je vais la suivre. Mais en général, voilà, c'est la partie la plus dure, c'est se dire, bah, en effet, ce que cette personne-là me dit, ça n'a aucun intérêt, c'est juste une attaque personnelle, méchante, et c'est très dur parfois de faire la part des choses. Au début, notamment, je me remettais beaucoup en question, et je prenais tout pour moi très personnellement, alors qu'en fait, il y a juste un moment où il faut se dire, bah, les gens, c'est des crétins, certains, et il faut pas s'embêter pour eux. Ok. Ok, donc ouais, toi tu t'arrives à laisser couler et à pas réagir à ça. Et En général, oui, ou alors je réagis, mais de façon qui est pas négative pour moi, entre guillemets. C'est, je vais expliquer aux gens, machin, je vais, si tu veux, prendre mon bouclier et mon épée, et puis aller dedans, mais sans, comment dire. Le mais- but, c'est, moi, j'essaie toujours d'expliquer aux gens et de les éduquer, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais faut pas réagir. Sauf que ce que je dis, si quelqu'un agresse une autre personne dans la rue, enfin, ouais, imaginons on qu'il y peut a un casteur, pas. imaginons que je caste pas, je suis sur le château gaming, je vois un casteur qui se fait trash par quelqu'un. Bah mon but moi c'est de dire à cette personne bah en fait non calme-toi machin, lui expliquer pourquoi comment et pas de laisser faire. Il y a des gens qui disent ouais mais il faut laisser faire. Bah non parce que le jour où tu es dans le métro et que il y a ta petite sœur qui se fait agresser, t'aimerais bien que des gens réagissent. Et pour moi c'est pareil, Exactement. c'est qu'on est vraiment sur du harcèlement en fait. C'est Ouais, c'est ouais. c'est le mot, c'est du Ouais, c'est harcèlement. ça, je Et le pense. harcèlement je pense qu'il faut jamais le laisser passer nulle part, que ce soit sur internet, que ce soit en vrai, parce que c'est la même chose, il y a une personne derrière qui peut être blessée. Et ça c'est Exactement. vachement important. Alors il y a Mais des gens où il faut apprendre à se dire, tant pis on les kick, on les banne. Il y a des gens, voilà, faut pas se prendre la tête avec eux, c'est kick ban, voilà, les gens qui sont dans le chat, il y en a d'autres. Il y a juste d'autres personnes où il faut leur expliquer qu'ils se trompent. Ouais, j'ai beaucoup de gens moi à l'époque sur le chat OG, je communiquais beaucoup avec le chat pendant que je castais, et il y a des gens au début qui m'aimaient pas du tout, et qui à force de discuter se sont dit ah bah en fait ça va. Alors évidemment il y a toujours des gens qui vont pas apprécier ou autre, hein, mais en général je pense qu'il faut un petit peu ce rôle d'essayer d'éduquer les gens. Et si ça marche pas au bout d'un moment, bon, effectivement, il y a des gens qui sont quasi irrattrapables. Mais je pense qu'il faut jamais laisser passer le harcèlement et jamais se dire bah tant pis, laisse pisser machin. Sinon c'est un peu comme toutes les filles qui reçoivent des messages en mode ouais, envoie-moi des photos, des nudes, etc. Enfin des photos qui reçoivent des messages vulgaires et dire bah non, faut laisser. Non, en fait, faut jamais laisser parce que sinon ça devient normal de pouvoir harceler et ça doit jamais l'être. ok. Ok, bah écoute, merci pour cette réponse. C'était un truc, je pense qu'il fallait aborder et bah t'as fait une belle réponse complète. Je te remercie pour ça. Je t'en prie. Euh, Bah écoute, on est arrivé un petit peu à la fin des thèmes sur le cast, vraiment. Euh, Maintenant, je vais te poser deux trois questions un petit peu plus générales sur ton avis, ton avis de personne quand même notamment influente dans l'e-sport, quelqu'un qui a de l'expérience et qui a quand même vu maintenant depuis quelques années un petit peu la chose évoluer. Euh, la première question, elle est, d'après toi, pourquoi est-ce que LoL est aujourd'hui encore
le numéro un au niveau e-sport. Alors pas au niveau jeux vidéo, mais au niveau e-sport, je pense que c'est non contestable. Qu'est-ce qui fait son succès, qu'est-ce qui fait sa longévité, et puis qu'est-ce qui fait que toi aussi t'es toujours sur ce jeu et que je pense que tu t'éclates toujours autant. Ouais, alors je me rééclate maintenant beaucoup plus qu'à une époque. Ok, Du coup, qu'est-ce qui fait que LoL est toujours premier globalement? Alors pourquoi est-ce qu'il était premier déjà? Parce qu'il arrivait à un bon moment en fait où l'e-sport commençait un peu à se développer. LoL est arrivé en tant que jeu gratuit. Il tournait sur quasiment tous les PC. LoL tourne sur un grille-pain, c'est bête mais c'est important à noter. C'est-à-dire que tout le monde peut y jouer, clairement. c'est gratuit. Et en fait, Riot a réussi à créer l'e-sport entre guillemets moderne, je dirais, avec des situations à peu près stables pour les joueurs, qui ont un salaire, des choses comme ça. Donc Riot a créé tout un environnement qu'ils veulent très propre, contrôle tout du début à la fin Riot. Mhm. Voilà, tout est contrôlé par Riot, même les diffusions aussi. Riot, c'est un jour on va le dire, bah non, vous diffusez plus telle ligue et telle ligue, diffuse plus quoi. Ouais. Donc c'est très important de savoir que ça fonctionne par droit. Voilà, c'est des droits en fait que Riot offre pour diffuser les compétitions. Donc ils ont la main mise sur tout. Et ils ont réussi en fait à créer un jeu qui au début était très mécanique, ce qui était adapté au jeu de l'époque, hein, globalement. Au passage de Warcraft 3, Starcraft 2 à LoL, le jeu était Ouais. très mécanique. On avait beaucoup de Coréens en import parce que mécaniquement en général les Asiatiques sont meilleurs en général. Et du coup il y avait beaucoup d'imports, machin, ça marchait bien. Et le jeu en fait le problème c'est qu'il s'est tellement popularisé que un jeu trop mécanique pour des novices qui découvrent un jeu, ça repousse. Évidemment, on se dit mince, on se fait outplay tout le temps. Il faut, pour maintenir des gens dans un jeu, en fait, il faut que tout le monde puisse trouver un intérêt à jouer, parce que quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui va pouvoir dépenser. En skin, sachant que dans LoL, ça par contre c'est très bien, c'est que c'est pas un pay to win. Donc Ouais. ça c'est exceptionnel le fait que ce soit que des skins. Mais pour que des gens aient envie d'acheter, il faut qu'ils aient envie de jouer. Pour qu'ils aient envie de jouer, il faut pas qu'ils se disent mince, je suis mauvais, je monte jamais en classement, je monte jamais en classement. Et du coup, Riot a commencé à faire, je pense, c'est pour ça, je pense que c'est un aspect marketing, mais je me fourroie peut-être complètement. Le jeu s'est tellement popularisé qu'il fallait que tout le monde puisse prendre du plaisir. Pour que tout le monde puisse prendre du plaisir, il faut que tout le monde puisse un peu monter en classement. Comment on fait? On diminue le gap mécanique Mhm. en mettant, il y a eu une grande période où les personnages un peu tanky étaient devenus très forts et autres. Et donc, le problème de ces personnages, enfin avantage inconvénient, avantage c'est que n'importe qui, même qui n'est pas très bon aux jeux vidéo, qui n'est pas très bon mécaniquement, qui n'a pas de réflexe incroyable, va réussir à être efficace. Les fameux tanks qui meurent 4 fois sur leur lane, qui sont 56 de retard et qui pourtant C'est ça. vont être très utiles dans le jeu. Et du coup, forcément, n'importe qui, Jean-Michel, 4 enfants, qui peut jouer qu'une fois par semaine, bah, il va se dire, tiens, voilà, j'arrive quand même à avoir un impact et tout, c'est sympa. C'est voilà, c'est un jeu plus safe, c'est moins demandeur en termes de temps de jeu. Parce que jouer à un jeu très mécanique à haut niveau, c'est très 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 demandeur, c'est chronophage comme pas permis. Mais c'est Mhm. ce que j'aime beaucoup. Moi je sais que j'aime beaucoup l'élitisme dans le jeu vidéo. Hein. Ce que j'aimais à l'époque quand je regardais Warcraft 3, ça fait partie des rares compétitions que j'y vais que je regardais, c'est les mecs que je voyais faire des crues, je me disais mais je suis même pas sûr de pouvoir le faire. Et il y Ouais. en avait beaucoup, j'arrivais pas. Et c'était ça qui est incroyable. Que dans LoL, c'est plutôt, bon bah en effet, il y a eu des choses où ça c'est possible de faire, il faut juste apprendre à être patient. Et je sais que moi j'ai moins aimé le jeu à ce moment-là, quand c'était une phase moins mécanique, plus vraiment orientée sur du team play, sur le fait de jouer de façon patiente et autres. J'irais sur un jeu plus intelligent, plus réfléchi et moins réactif. On Ouais. est parti plus dans un jeu d'échecs qu'un jeu de versus fighting. Mhm. Moi ça me plaisait moins, ça plaisait à d'autres gens, donc c'est vraiment des questions de goût, hein, qu'on soit d'accord. Ouais, Moi ouais. je vois ça en termes de goût personnel. Finalement le jeu commence petit à petit à revenir dans un jeu plus agressif, plus mécanique, plus snowbally, avec toujours une part stratégique évidemment. Mais on l'a vu, hein, le MSI, les games étaient quand même beaucoup plus violentes que ce qu'on avait il y a un an et demi. Et pour moi, c'est une très bonne chose, mais ça signifie aussi que, alors, il y a eu pendant des années The Gap is Closing, comme quoi, en gros, les équipes occidentales rattrapaient les équipes orientales. Pour moi, Ouais. c'est juste que comme le niveau mécanique a été diminué, évidemment, on avait l'impression que le niveau se rapprochait, alors que pas du tout. Et là, on revient dans un jeu qui devient un peu plus agressif et autre. Je pense qu'on va revoir l'Asie qui va détruire tout et qu'on Ouais. risque dans quelques temps de revoir des imports asiatiques. Peut-être, ouais, peut-être. Après, alors peut-être que toi t'as des insights un petit peu sur ce qui se passe. Moi je suis pas convaincu qu'un joueur de culture asiatique, de langue asiatique aussi, arrive à s'adapter assez rapidement, parce que bah, quand même un split c'est 3 mois, 3-4 mois en gros, arrive à s'adapter assez rapidement et à performer sur du court terme. Alors bon, là on a quand même l'arrivée des franchises qui va donner un petit peu de temps, donc peut-être que ça va devenir intéressant de faire des imports asiatiques, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui apportait quelqu'un de vraiment mécaniquement plus fort, mais peut-être un peu plus difficile à intégrer dans le groupe, dans la dynamique et puis dans la culture et autres, quelqu'un qui sera peut-être un peu moins à l'aise. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup ou pas? Alors, je pense que ça a valu le coup à une époque, on l'avait vu d'ailleurs, hein, ça avait très marché, ou Mirai Over pour l'exemple en Europe. Ouais. Ça valait moins le coup récemment et ça va revaloir le coup
avec pour plusieurs raisons en fait. Hein. Parce que finalement, ça va permettre. Alors d'une, je pense qu'avec l'expérience, on sait de mieux en mieux gérer les personnes de culture étrangère et les intégrer au teamplay, parce que le teamplay est quand même beaucoup plus important qu'il y avait à une époque. Ouais. Donc je pense que c'est une part très importante, c'est qu'il faut effectivement, comme tu l'as dit, une espèce de synergie, il faut que les gens puissent bien s'intégrer. Mais ça, je pense qu'avec l'expérience, maintenant, c'est quelque chose qui va se faire de mieux en mieux, parce qu'on est quand même à 8 ans d'expérience, de savoir comment gérer les gens de cultures différentes et autres. Donc à mon avis, ça posera pas tant de problèmes, comme tu l'as dit, avec les franchises qui pourront un petit peu stabiliser ça. Après, c'est si le jeu, pour moi, continue dans la direction où il va actuellement, c'est-à-dire revenir dans un jeu un petit peu plus snowbally, un petit peu plus mécanique. On n'est pas non plus en saison 3, mais on n'est pas en saison 6-7. Donc c'est toujours cette idée de pouvoir permettre à tout le monde de jouer et de prendre du plaisir en fait. Ok. Du coup, pour rester un petit peu sur l'e-sport, il y a, je crois que c'était avant-hier, il me semble, il y a eu une annonce de Fortnite et de ses 100 millions investis dans l'e-sport. Alors, d'après ce que j'ai compris, on sait pas exactement si c'est 3 tournois à 30 millions ou si c'est 100 millions sur plusieurs années et tout ça, on sait pas trop, mais qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'e-sport, de l'avenir de nouveaux jeux et peut-être de l'avenir de LoL aussi? Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Je pense que l'e-sport va faire que monter en fait, pour plusieurs raisons. D'une, effectivement, il y a les investisseurs, enfin les structures qui se mettent à investir, hein, Fortnite comme tu as dit avec les 100 millions, mais il y a aussi le fait qu'on a dédiabolisé le jeu vidéo. En France, le jeu vidéo à une époque, c'était horrible de jouer aux jeux vidéo, il fallait se cacher limite et pas dire à tout le monde je joue aux jeux vidéo. C'était très mal vu. De nos jours maintenant, en fait avec la casualisation du jeu vidéo, voilà, moi j'aime beaucoup ce côté élitiste du jeu. On a beaucoup casualisé pas mal de jeux. Alors il y a un jour, hein, je prends encore un bout de borne, un Dark Souls ou autre, qui reste beaucoup moins accessible, ce qui est très appréciable, qui est un petit peu de tout. Les gens, comme tout le monde joue, en fait les gens sont un peu moins choqués de jouer aux jeux vidéo. Au début c'était très bizarre pour eux de se dire qu'il y a des compétitions. En fait tu vois que les compétitions, il y a une super bonne ambiance, que c'est un petit peu comme les sports classiques, que les joueurs ne sont pas tous des gros boutonneux comme ils l'imaginaient. Et ça je pense que c'est très important en fait, c'est que les gens se rendent compte que tout ce qu'ils imaginaient des jeux vidéo, c'est pas la réalité finalement. C'est une des réalités, mais c'est pas toute la réalité. Ouais. C'est voilà, dans tous les milieux de toute façon, t'as des gens qui auront une meilleure hygiène de vie que d'autres et tout. Et je pense que plus il y a de gens qui s'en rendent compte, plus le jeu vidéo, l'e-sport en soi, gagne une image qui va être de mieux en mieux. En termes de gestion, c'est des gens qui disent, en effet, il joue aux jeux vidéo, mais il paye ses factures. Il va travailler tous les jours pour jouer. C'est comme s'il allait s'entraîner au foot. Et je pense que le parallèle avec les sports classiques est très important. Pas question physique, j'entends, parce que ça c'est à part où les joueurs le font, mais vraiment pour cette partie, l'entraînement régulier, les compétitions, le fait qu'il y ait des gens qui suivent ça, que ce soit appréciable à regarder. Donc à mon avis, ça va faire que s'améliorer parce qu'il y a beaucoup plus aussi de marques non endémiques qui se mettent dans l'e-sport. C'est vrai. On l'a vu notamment en France avec Vitality, hein, qui est quand même le spécialiste des marques non endémiques et qui fait ça super bien. Une dernière petite question avant de conclure, c'est ton avis sur la scène FR, sur ses performances, sur ses aussi ses façons de s'entraîner, et puis sur ses performances au niveau européen. On l'a vu aux European Masters, on commence à voir quand même quelques joueurs français en LCS aussi. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la scène FR et de son évolution? La scène FR c'est génial. Alors je vais Très aller bien. un peu plus de détails quand même. C'est plein de gens qui sont vraiment très sympas. Il y a une bonne ambiance globalement dans la scène française, arrivé à un certain niveau en tout cas. Parce que tous les joueurs se connaissent, ils ont joué ensemble, ils ont joué contre. Ils se voient régulièrement et dans les events ça se voit très facilement. Le soir, moi je sais que je suis à Tours, je suis allé boire un verre avec plein de gens de différentes équipes. Il y a vraiment une super bonne ambiance, ça c'est très agréable. En termes de niveau de jeu pur et dur, le problème c'est que la scène française est hétérogène à ce niveau-là parce qu'il y a les équipes avec des joueurs qui sont payés pour, qui ont toute une structure, manager, coach, mais pas pour tout le monde. Les Genside qui viennent de passer premier n'ont pas de coach. Mais il y a la différence entre les équipes qui ont les moyens d'avoir des joueurs full-time et celles où les joueurs sont pas full-time. Et ça change beaucoup. C'est on a un top 8 et puis on a le reste, entre guillemets. Ça veut pas dire que des équipes en dessous peuvent pas prendre des games, mais on trouve quand même une certaine régularité. Donc je pense quand même que le fait de voir que ça performe, on a Team Origin, on a le DLC, Genside, etc. C'est une bonne chose parce que des marques vont se rendre compte qu'en effet, c'est intéressant de sponsoriser, c'est intéressant de mettre de l'argent dedans parce qu'il y a une visibilité derrière. La scène française fait que se développer, donc il y avait les Underdogs à l'époque, quand je suis arrivé chez Gaming il y a un peu plus de 2 ans, ça faisait 1000 viewers à peu près, voire un peu moins.
Les Underdogs l'année dernière, on a eu des 4000, 5000, des 9000 viewers. Donc Ouais. ça avait déjà beaucoup évolué. Et cette année, il y a l'Open Tour fait par Radio France. Donc on a vraiment des compétitions, on a la scène européenne finalement avec la SSEU, on a les compétitions nationales avec l'Open Tour, donc un niveau de jeu qui est excellent. Je pense que vraiment les équipes, il y a des joueurs qui pourraient être en LCS, LCS peut-être, mais tout de même, qui auraient pu participer au Challenger Series si ça avait encore existé. Mhm. Et le fait d'amener des imports, en fait, bah, ça fait monter le niveau de jeu. C'est important de ne pas rester juste, je dirais, de façon un peu consanguine entre Français, parce qu'il y a des joueurs à l'extérieur qui sont meilleurs, et qu'il faut en profiter, parce que plus la scène va être élevée en termes de niveau, plus ça va intéresser de gens, plus ça intéresse de gens, plus ça va se développer. Donc pour moi, l'e-sport est vraiment dans une grosse pente ascendante. La scène française fait partie de cette pente. On a un des meilleurs terreaux de talent avec Mhm. l'Espagne, parce que justement, on a deux scènes très développées. Et encore, en France, en fait, je trouve que la scène n'est pas assez développée e-sportivement parlant par rapport au niveau de jeu qui est fourni. Ouais. Il y a des pays où c'est plus Tu... développé alors que le niveau est pas le même du tout. Ok, donc euh, si on compare, on va prendre par exemple les pays qui étaient potentiellement prévus s'il y avait des scènes nationales, qui étaient, je crois, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne. À peu près, il y en avait Mhm. peut-être d'autres. Euh, En termes de terreau de talent, comme tu as dit, est-ce que tu penses que la France est bien classée, très bien classée, ou est-ce que ça se vaut